Avant d'entamer mon propos, je vais demander au maître de cérémonie mon créneau, il y a combien de temps? Ok. Je tenais avant tout propos à me présenter. Je suis Steve Beko, qui est un alias. Je suis Fabrice Lango à l'état civil. Au plan politique, je suis secrétaire national chargé des NTIC de l'Union des nouvelles générations. Mais étant donné qu'aujourd'hui, il y aura des personnes qui vont prendre la parole au nom du parti, je m'exprimerai en tant que cyberactiviste, que je prendrai la peine, bien entendu, de définir. Mais il est important, puisque c'est l'Union des nouvelles générations qui nous réunit ici ce jour, d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est que l'Union des nouvelles générations, qu'est-ce que nous visons, qu'est-ce que nous ambitionnons pour la Côte d'Ivoire. Voici le cadre dans lequel mes propos vont s'inscrire. Mais je tenais d'emblée à saluer toutes les personnes qui ont fait le déplacement. Je tenais à saluer la délégation ING de Nantes qui nous convie ce jour. Je tenais M. Ngassa pour cette sympathique cérémonie. Je remarque que la salle est colorée. C'est une bonne chose parce qu'il est bon que les gens comprennent ce pourquoi nous nous battons. Parce que les grands médias qui appartiennent aux impérialistes ont véhiculé beaucoup de contre-vérités sur la situation de crise en Côte d'Ivoire. Donc il est bon que des personnes qui ne sont pas forcément de la communauté ivoirienne ou africaine et s'intéressent à la crise pour comprendre ces enjeux. Donc je tenais à vous remercier d'être là. L'Union des nouvelles générations est un parti politique qui a été porté sur les fonds baptismaux il y a de cela 7 ans. Le président Stéphane Kipré et ses camarades ont mis en place l'Union des nouvelles générations parce que pour eux, après l'indépendance politique qui a été entamée par feu le président Félix Houphouët-Boigny, le président Laurent Gbagbo, panafricaniste chevronné, était en train de remporter l'indépendance, était en train de, disons, d'accomplir cette indépendance politique-là, qui consistait pour les Ivoiriens à décider d'eux-mêmes de ce qui est bon pour leur pays. Et le président Stéphane Kipré et les autres camarades se sont dit, une fois qu'on a l'indépendance politique, il ne faut pas qu'elle soit une coquille vide, il faut qu'elle soit accompagnée de l'indépendance économique. Et c'est ainsi que l'Union des nouvelles générations a été mise en place, avec pour créneau essentiel qui est d'inciter les Ivoiriens à l'entrepreneuriat. C'était donc ça l'un des axes principaux de sa mission, qui était de donner l'exemple, de montrer que, contrairement à l'idée véhiculée en Afrique, il n'y a pas qu'en travaillant dans le public ou pour la fonction publique qu'on peut se réaliser. Mais au sortir de ces études, on peut entreprendre, soit seul ou avec d'autres camarades, et gagner ainsi son pain et développer son pays et son continent. C'était cela l'ambition de l'Union des nouvelles générations. Et c'est cette ambition que nous poursuivions jusqu'à ce que le 11 avril 2011, le président Laurent Gbagbo soit victime d'un coup d'État après avoir été entraîné dans un trachénat électoral. Il est donc bon que je vous explique ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire durant toutes ces années-là. En 1960, la Côte d'Ivoire, sous Félix Houphouët-Boigny, est devenue indépendante. C'est-à-dire que nous avions maintenant, en lieu et place d'un gouverneur, un président de la République, élu au suffrage universel direct, en tout cas selon la Constitution. Donc Houphouët était le président de ce pays. Et pendant 4 décennies, en Côte d'Ivoire, il a régné ce qu'on appelait le parti unique. C'était l'un des pères fondateurs en Afrique. Et le peuple de Côte d'Ivoire a estimé à un moment donné que le parti unique ne permettait pas l'expression des convictions plurielles. Donc, des partis se sont battus pour obtenir le multipartisme qui a été effectif en 1990. Donc, de 1960 à 1990, durant 3 décennies, nous avons connu l'ère du parti unique. Et il est bon de préciser que durant cette ère, la Côte d'Ivoire a connu une ascension économique fulgurante dans les années 80 avec ce qu'on appelait le miracle
ivoirien, qui était essentiellement basé sur la culture du cacao et du café. À partir de 1987, avec la chute au niveau mondial du coût des matières premières, la Côte d'Ivoire est rentrée en récession et a débuté ce qu'on appelait les programmes d'ajustement structurel initiés par le Fonds monétaire international. Ces programmes d'ajustement structurel étaient censés redonner vitalité à l'économie ivoirienne. À partir de 1987 jusqu'à 1990, ces programmes n'ayant pas pu être exécutés comme il se fallait, le Fonds monétaire international a jugé bon de nous envoyer un de ses fonctionnaires pour mettre en œuvre lui-même ces programmes conçus par cette institution-là. C'est ainsi que M. Alassane Dramane Ouattara, ex-directeur Afrique du FMI, a fait son entrée sur la scène politique ivoirienne en devenant Premier ministre de l'État de Côte d'Ivoire. Malheureusement, en 1993, Feu Félix Houphouët-Boigny décède à Paris et s'engage le combat de sa succession entre Henri Konan Bédié, le dauphin constitutionnel qui était alors président de l'Assemblée nationale, et M. Alassane Ouattara, alors Premier ministre, qui avait des envies de prendre le pouvoir. Le peuple va pousser les deux protagonistes à se référer à la Constitution, et c'est ainsi que M. Henri Konan Bédié devient le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire. M. Alassane Ouattara, qui n'a pas digéré son éviction, crée donc avec certaines personnes sorties du PDCI le Rassemblement des Républicains, qui était d'abord dirigé par feu M. Jenny Kobenan. Donc, aux partis politiques déjà existants, s'ajoute le Rassemblement des Républicains, un parti d'obédience libérale. Donc, on a désormais sur la scène politique ivoirienne trois grands partis. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui est le parti de feu Félix Houphouët-Boigny, premier parti de Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien, dirigé par le président Laurent Gbagbo, qui a mené le combat pour le multipartisme et les libertés individuelles et collectives. Et le Rassemblement des Républicains, le dernier né, qui est sorti d'une crise interne au sein du PDCI-RDA. Voici donc la configuration dans laquelle se présente la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres 7 partis politiques, mais que je ne citerai pas. Les Africains, lorsqu'on a découvert le multipartisme, on a créé beaucoup de partis. Il y a donc environ une soixantaine de partis politiques en Côte d'Ivoire. Mais je voudrais citer les plus significatifs. C'est dans ce contexte de gestion d'Henri Konan Bédié qu'une mutinerie intervient en 1999. Parce que M. Alassane Ouattara, comme je l'ai dit, avait menacé à plusieurs reprises de faire tomber le pouvoir du président Bédié, qui avait d'ailleurs lancé un mandat d'arrêt international contre lui. M. Alassane Ouattara était donc en exil en France à Mougins, et des soldats entrent en rébellion et renversent le président Henri Konan Bédié. Le général Guéhi Robert, ex-chef d'état-major de l'armée et ex-ministre des Sports, prend donc le pouvoir, et c'est la parenthèse de la gestion des mutins dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. En octobre 2000, des élections sont organisées par la junte au pouvoir, des élections qui remporte le président Laurent Gbagbo, qui devient donc le 4e, si on veut, président, si on considère que Guéhi a été président, le 4e, en tout cas dirigeant de l'État de Côte d'Ivoire. Mais dès la prise de pouvoir de Laurent Gbagbo, des velléités de rébellion se manifestent, justement parce que Alassane Ouattara, dont la candidature avait été rejetée par le Conseil constitutionnel pour nationalité douteuse, promet de rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Entre 2000 et 2002, le pouvoir du président Laurent Gbagbo fait face à environ 5 tentatives de coup d'État. Et le 19 septembre 2002, il y a une tentative de coup d'État qui se mue donc en rébellion avec l'occupation de 60% du territoire national. Une rébellion dont le porte-parole est M. Soro Guillaume, qui dit avoir pris les armes parce que les populations du Nord étaient maltraitées en Côte d'Ivoire. Il s'est donc érigé en vengeur, en héros des populations du Nord. De 2002 à 2010, le président Laurent Gbagbo, afin de garantir la paix, va inviter ceux qui ont essayé de l'assassiner à des négociations, et cela va aboutir à plusieurs accords, dont l'accord
de Pretoria, l'accord de Marcoussis ici en France et autres, pour ne citer que cela. Et jusqu'à ce que, en 2010, des élections soient organisées sous la supervision des Nations Unies. Il était question, avant d'aller à ces élections, que les rebelles des armes, puisque le président Laurent Gbagbo leur avait concédé l'entrée dans le gouvernement, dans un gouvernement d'union nationale. Et Soro Guillaume occupait d'ailleurs le poste de Premier ministre. Et sans que les rebelles ne désarment, le pouvoir de M. Nicolas Sarkozy a poussé le président Laurent Gbagbo à organiser des élections avec des rebelles en armes dans 60% du territoire national. Comme il fallait s'y attendre, les élections, il y a eu des violences dans le nord du pays occupé par les rebelles et s'en est suivi un contentieux électoral. M. Youssouf Bakayoko, qui était président de la commission électorale indépendante, qui est issu de l'opposition, en foulant au pied toutes les règles de cette institution, il s'est rendu au QG des campagnes de M. Alassane Ouattara pour lui proclamer vainqueur. M. Yao Kolondré, qui est le président du Conseil constitutionnel, parce que comme en France, en Côte d'Ivoire, c'est le Conseil constitutionnel qui donne les résultats définitifs des élections. Et compte tenu des réclamations qu'avait faites le Front populaire ivoirien, le parti du président Laurent Gbagbo, certaines voix dans certaines circonscriptions ont été annulées. À juste titre d'ailleurs, parce que quand nous parlons avec des preuves. J'ai dans mon ordinateur là 2000 procès-verbaux issus des zones centre-nord-ouest contrôlées par la rébellion. Dans certains bureaux de vote, il y a plus d'électeurs que d'inscrits. Dans d'autres bureaux de vote, le représentant du candidat Gbagbo est présent, mais miraculeusement Gbagbo a 0 voix, alors que son représentant signe le PV. Dans d'autres bureaux de vote, le représentant n'est pas là du tout, alors que le matin, il a été déposé dans ce lieu par la direction des campagnes. Et j'ai les 2000 PV en question. Parce que quand on discute à propos de ce contentieux électoral, il est bon de le faire avec des preuves. Et comme je le dis partout, ceux qui veulent avoir ces procès-verbaux-là, ils me donnent leur mail, je leur envoie les procès-verbaux sans problème, ils pourront se faire leur propre opinion. Donc, ces bureaux de vote ont été annulés et le président Laurent Gbagbo a été proclamé vainqueur. Quelques jours après, M. Nicolas Sarkozy, du haut de sa tribune, a intimé l'ordre au président Laurent Gbagbo de quitter très rapidement le pouvoir. Nous avons estimé que c'était une manière de recoloniser à nouveau la Côte d'Ivoire. Et nous, jeunesse ivoirienne, nous avons dit non. Parce que depuis 2002, nous luttions dans les rues pour faire comprendre à nos camarades qui ont pris les armes que la voie des armes est sans issue. Mais ce que nous avions omis, c'est que derrière ces mascottes qui étaient devant nous, en l'occurrence Soro Guillaume, se cachaient des puissances impérialistes qui comptaient les utiliser pour mettre la main à nouveau sur la Côte d'Ivoire. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, la Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur mondial de cacao, troisième producteur mondial de café, pays nouvellement pétrolier, le bois, le teck, les VA, le diamant, l'or. Comme on a coutume de dire, c'est une catastrophe naturelle. La Côte d'Ivoire, elle est des rares pays dans la zone où on a la savane au nord et la forêt dense au sud. Contrairement à des pays, par exemple, comme le Burkina, je prends l'exemple, qui sont des pays exclusivement sahéliens, ou d'autres pays comme le Congo, qui sont des pays exclusivement forestiers. La Côte d'Ivoire a cette chance d'avoir à la fois ces deux végétations-là réunies. Donc, l'ONU s'est donc mise en place avec plusieurs résolutions demandant au président Laurent Gbagbo de céder le pouvoir au perdant des élections, qui est M. Alassane Ouattara. Nous avons estimé qu'il n'était pas question que nous cédions le pouvoir à ceux qui ont perdu les élections. Parce que des gens ont pris des armes en 2002 pour faire un coup d'État qui a échoué. Et contrairement aux accords de défense qu'il y a entre la France et la Côte d'Ivoire, et ce n'est pas exclusivement Côte d'Ivoire, mais c'est pratiquement entre la France et toutes ces ex-colonies, il y a un accord de défense qui stipule que
lorsque ces pays-là subissent une agression étrangère, la France doit se porter à leur secours pour les défendre. Et comme nos pères fondateurs avaient peur des coups d'État, ils n'ont jamais mis en place de véritables armées, confiant la sécurité de nos pays à la France. Et lorsque en 2002, la Côte d'Ivoire a été attaquée et que le président Laurent Gbagbo a demandé à la France d'activer les accords de défense, M. Dominique de Villepin, aidé en cela par la ministre de Défense d'alors, Mme Aliotte Marie, a estimé que c'était une affaire ivoiro-ivoirienne et qu'il n'était pas question pour la France d'intervenir et que la France ne pouvait que s'interposer. Nous, jeunesse ivoirienne, cela nous a choqués. Parce que si des kidam rentrent chez vous pour vous braquer et que vous appelez la police ne vient pas s'interposer. Parce que le rôle de la police, parce que justement, la France a voulu avoir un rôle de police dans nos États. Donc le rôle de la police n'est pas de s'interposer entre les braqueurs et les braqués. Le rôle de la police, c'est d'aider les braqués à chasser les braqueurs. La France est donc interposée dans une zone très riche d'ailleurs. Et pendant ce temps, ils ont un peu pillé tout ce qu'on pouvait piller alors, parce que tous les Ivoiriens étaient surpris de voir des caterpillars qui creusaient pour simplement s'interposer et autres. Donc, durant 8 ans, pardon, 2000 à 2010, la France s'est interposée entre les rebelles et les loyalistes. Et la France n'a pas jugé utile de désarmer ces gens-là avant qu'on aille aux élections. Parce que justement, l'objectif était d'entraîner le président Laurent Gbagbo dans un traquenard électoral. Nous avons donc estimé, nous, jeunesse ivoirienne, qu'il n'était pas question de laisser la France nous dicter sa volonté. Le président Laurent Gbagbo, en homme de paix, a proposé le recomptage des voix, qui consiste à évaluer le processus électoral, a fait un audit des élections pour voir véritablement qui a gagné. Monsieur Youssef Choy, secrétaire général de l'ONU, a estimé à un sommet de l'Union africaine que recompter les voix serait une injustice. Alors que dans le même temps, on venait juste de recompter les voix à Haïti, et que je pense qu'il n'y a pas très longtemps, on vient de recompter les voix en Afghanistan. Et que même les États-Unis, qui sont décrits comme la plus grande démocratie du monde, je pense qu'entre Al Gore et George Bush, on a recompté les voix. Donc nous avons dès lors compris qu'il n'était pas question de rendre justice, mais leur ambition était d'imposer à la tête de notre État l'homme des puissances internationales, l'homme du Fonds monétaire international, qui allait asservir notre pays pour le mettre à la disposition de l'Occident. Vous verrez que je ne parlerai même pas de la nationalité douteuse de M. Ouattara, parce que pour moi, ce n'est pas une question essentielle. Si encore il aimait la Côte d'Ivoire et qu'il était attaché à ce pays, mais ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui nous prouve aujourd'hui, mais j'y arriverai si le temps me le permet. Donc, l'ONU vote une résolution qui stipule que les Nations Unies, aidées en cela par la force LICON, présente en Côte d'Ivoire, doivent détruire les armes du détenu par l'armée loyale de Côte d'Ivoire. S'ensuit donc un bombardement des différents sites stratégiques de l'État de Côte d'Ivoire. En bombardant, on bombarde quelques écoles, on bombarde des supermarchés, en y cherchant certainement des armes, on bombarde des camps militaires où vivent des gendarmes et leurs familles, c'est-à-dire femmes et enfants. On bombarde un peu l'université et on finit par arriver sur la résidence du président Laurent Gbagbo, que la presse française s'est fait fort de présenter et de décrire comme un bunker. Parce que il faut, moi je fais de la communication, il faut agir sur l'esprit des gens, parce que celui qui s'est retranché d'un bunker, c'est Hitler. Donc il faut coller à la résidence présidentielle de Côte d'Ivoire, qui n'a pas été construite par le président Laurent Gbagbo, mais bien par Félix Houphouët-Boigny, dans laquelle a vécu le président Bédié. Il a fallu qu'on nous crée un bunker. Donc la France a bombardé cette résidence-là durant 7 jours, en a extrait le président Laurent Gbagbo et l'a remis aux rebelles, ainsi que sa femme, ses enfants et petits-enfants. Ils ont été détenus à l'hôtel du Golfe, qui est le QG, qui était le QG de campagne de M. Ouattara, et en même temps le lieu où le président
de la commission électorale indépendante en solitaire a jugé utile de le proclamer vainqueur en présence de l'ambassadeur des Nations Unies et de France, qui ont attaqué la Côte d'Ivoire en 2002, soit érigés en démocrates, tandis que ceux qui ont dû se défendre sont aujourd'hui devant la justice dite internationale. Tout le monde se comporte comme si il y avait un pays appelé la rébellion que le président Laurent Gbagbo avait attaqué. Et Mme Bensouda, avant elle, M. Ocampo, ne sont pas informés des atrocités qui ont été commises par les rebelles durant toutes ces années-là. Et aujourd'hui, on nous parle de la justice internationale, de la Cour pénale internationale, qui juge Charles Blé Goudé, qui juge Laurent Gbagbo pour des crimes contre l'humanité. Mais Laurent Gbagbo, pour ceux qui ne le savent pas, c'est lui qui s'est battu pour que nous ayons en Côte d'Ivoire le multipartisme. C'est Laurent Gbagbo qui s'est battu pour qu'en Côte d'Ivoire nous ayons la presse plurielle. C'est Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire qui s'est battu pour que les libertés individuelles et collectives soient respectées. Et ce Laurent Gbagbo, tout au long de ce parcours-là, il a fait la prison à plusieurs reprises. En 92, il a été même mis en prison par Alassane Ouattara avec femme et enfants. Tout comme aujourd'hui. Et ce sont ces gens-là, adoubés par la communauté internationale, qui aujourd'hui nous donnent des leçons de démocratie. Et je suis très à l'aise quand je parle de cette crise parce que j'en ai vécu toutes les étapes. J'étais à la résidence du président lorsqu'elle était bombardée par l'armée française. J'ai quitté la résidence le 8 avril, c'est-à-dire 3 jours avant que le président ne soit pris. Et étant donné que notre vie était menacée, puisqu'une chasse à l'homme était désormais organisée en Côte d'Ivoire, des camarades de moi avons dû quitter la nouvelle terre des démocraties selon l'Occident pour trouver d'abord refuge dans la forêt, ensuite au Ghana, et puis bon, jusqu'à ce qu'on se retrouve ici. Et c'est cette expérience de la crise que je parle dans le livre que j'ai écrit, Côte d'Ivoire, comment je suis devenu cyberactiviste. Parce que lorsque nous sommes sortis du pays, il nous fallait pour nous jeunes trouver des moyens de nous exprimer, trouver des moyens de dénoncer ce qui venait de se passer en Côte d'Ivoire. Parce que nous ne pouvions pas accepter que 50 ans après, des avions avec des drapeaux bleu, blanc, rouge bombardent la résidence de Côte d'Ivoire. C'est trop. C'est trop. Parce que avant Laurent Gbagbo, il y a eu Thomas Sankara. Avant Laurent Gbagbo, il y a eu Patrice Lumumba. Avant Laurent Gbagbo, il y a eu Amilcar Cabral. Avant Laurent Gbagbo, il y a eu Mandela. Que, comme dans une hypocrisie collective, mais mondiale, que le monde entier célèbre aujourd'hui. On s'est dit, ben, écoutez, il y a 2 Mandela où il y en a 3. Parce que le même Mandela, aux obsèques duquel tout le Gotha de la politique mondiale s'est déplacé, mais c'est le même Mandela que Mme Margaret Thatcher qualifiait de terroriste. L'ANC était inscrite sur la liste des organisations terroristes. Mandela a fait 27 années de prison aux yeux du monde entier. Et comment on peut aujourd'hui sans gêne se déplacer pour se rendre dans ces obstacles? Et puis on a vu Barack Obama se faire des selfies. On s'est dit, mais le monde tourne pas rond. Donc, ce que nous, jeunesse ivoirienne, ce que nous refusons aujourd'hui, c'est cette seconde colonisation de nos pays que l'on veut nous imposer. Je vais être assez bref pour que s'il y a des questions, on puisse essayer d'y répondre. Mais notre combat aujourd'hui, c'est de dire à la France, de dire aux pouvoirs occidentaux que les marionnettes que vous déposez dans nos pays aujourd'hui ne vous rendent pas service. Parce que tout ce qu'ils vont réussir à faire, c'est de radicaliser nos positions. Parce que nous ne sommes pas anti-français. D'ailleurs, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire être anti-français. Nous sommes patriotes, nous sommes nationaux et nous aimons nos pays. Et nous voulons nous inspirer des modèles occidentaux pour développer nos pays. Mais pourquoi donc on nous refuse ce droit-là? Et aujourd'hui, on est étonné lorsque des centaines d'Africains vont mourir à Lampedusa. On est étonné lorsque les gens depuis le Maroc nagent pour venir en Europe.
Mais il ne faut pas être étonné. Parce que quand on sème la misère, quand on sème la désolation, quand on sème la guerre dans ces pays-là, le seul recours qui reste, c'est de venir dans les pays occidentaux où on espère avoir un mieux-être. Aujourd'hui, on a bombardé la Libye sous prétexte d'installer la démocratie. Je ne dis pas que la Libye était démocratique sous Muammar Kadhafi, mais elle avait le mérite d'être stable. Et on a fait pleuvoir les bombes pour installer la démocratie. Mais aujourd'hui, les ambassades occidentales ferment en Libye. L'ambassade américaine est attaquée en Libye. L'ambassade de Grande-Bretagne ferme. Mais pourquoi donc fuyez-vous les démocrates que vous avez installés? Et la Libye n'est plus que l'ombre d'elle-même. Donc, notre message, c'est de faire comprendre que nous, ce que nous voulons, c'est nous assumer. Nous, ce que nous voulons, c'est d'avoir le droit de décider pour nos États. Nous ne voulons pas que la France nous impose des préfets. Nous ne voulons plus que la France nous impose des gouverneurs. Parce que Ouattara, c'est le prototype accompli du House Negro. Et c'est ce genre de personnes que nous ne voulons plus. Et c'est justement pourquoi nous nous battons aux côtés du président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi, au niveau de l'Union des nouvelles générations, nous faisons de ce combat-là notre combat. Pour dire que ce que nous voulons aujourd'hui, c'est l'autonomie. Nous voulons décider pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Nous ne voulons plus, 50 années après, louer l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire dans la main de l'État français. Nous ne voulons plus que 50 ans après, le franc CFA soit arrimé au franc français qui n'existe plus. Je ne sais pas par quelle magie on peut être accroché à l'inexistant. Mais le franc CFA est arrimé au franc français. Et les réserves des pays africains sont versées en France, qui est censée assurer la stabilité de notre monnaie. Tandis que l'euro, même est en souffrance. Ces pays-là prétendent pouvoir assurer la stabilité de nos monnaies. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi aucun pays qui était dans le giron de la France aujourd'hui n'est développé. Parce que la majorité des pays, il y a eu des colonisations, il y a eu des décolonisations. Pourquoi aujourd'hui les pays qui font la fierté de l'Afrique du point de vue du développement sont ceux justement que la France n'a jamais colonisé? Justement parce que la France n'a jamais quitté l'Afrique, continuant de piller ses ressources. Et ce que nous disons à nos camarades français avec lesquels nous causons, nous disons, n'encouragez pas votre pouvoir à radicaliser la jeunesse africaine. Parce qu'elle n'est pas encore arrivée au stade de poser des bombes, au stade de se donner la mort, simplement pour le plaisir de voir ses ennemis souffrir. Mais si rien n'est fait, si notre message n'est pas compris, il faut craindre que cette jeunesse se radicalise. Parce que c'est ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Parce que lorsqu'on n'a plus d'espoir, on ne pense qu'à se donner la mort en espérant emporter le maximum de personnes avec soi. Donc il faut que les populations françaises, les populations européennes nous aident à faire comprendre à leur pouvoir que ce que nous voulons éviter, c'est que nos pays, c'est que nos camarades se radicalisent. Parce qu'en vérité, ce qu'on vous fait croire, comme ce qui se passe présentement, que ce soit en Irak ou en Syrie, c'est que vos États interviennent pour vous. C'est-à-dire, on va intervenir pour assurer la sécurité de l'Europe. Mais en fait, quand on intervient, comment est-ce que le pouvoir d'achat du français lambda se fait ressentir? Rien. Ceux qui piquent les marchés, c'est qui? C'est Total, c'est Bouygues. Parce que lorsqu'on va intervenir en Libye et on a chassé Kadhafi, en quoi est-ce que ça profite aux Français? Lorsqu'on va bombarder Laurent Gbagbo, en quoi est-ce que ça profite aux citoyens lambda français qui lui-même a la difficulté pour arrondir ses fins de mois? Mais ceux qui se partagent après le pays, ce sont les grosses multinationales. Donc, contrairement à ce que vos dirigeants vous font croire, ils ne vont pas bombarder ces pays-là pour vous. Ils vont les bombarder pour ces puissances, ces multinationales. Moi, j'ai été choqué par la décapitation de Hervé Goudel. J'ai été choqué. Mais il y a quelques années de cela, les Français n'étaient pas pris à partie dans ces mêmes régions-là.
Mais pourquoi aujourd'hui, on visait plus les Américains que les Français? Mais pourquoi aujourd'hui, on commence à s'en prendre aux Français? Justement parce que ces interventions qui se font dans ces pays-là ne sont pas pour le peuple, mais pour les multinationales. Et c'est ce message que nous passons avec l'Union de Nouvelle Génération. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Ce que nous demandons, c'est que la première dame Simone Gbagbo soit libérée. Ce que nous demandons, c'est que les personnes, les 400 prisonniers politiques qui croupissent encore dans les geôles en Côte d'Ivoire soient libérés. C'est le combat que nous menons aujourd'hui pour que la démocratie véritable s'installe dans nos différents pays. Et nous passons ce message au peuple français qui en lui-même a un passé de combattant, qui lui-même s'est battu pour arracher sa liberté. Voici ce que je tenais donc à vous dire. Si on peut poursuivre après, on essaiera soit en aparté, mais il est bon que vous compreniez le combat que nous sommes en train de mener. Pour ceux qui veulent acquérir le livre, j'en ai une dizaine, il coûte 18 €, ils peuvent voir Prisca pour s'en procurer. Je tenais encore une fois à vous remercier, à remercier toutes les personnes qui m'ont fait l'honneur de me convier ici ce jour. Et vive la démocratie et vive le combat contre ceux qui exploitent le peuple, quelles que soient les couleurs, quelles que soient les races, quelles que soient les religions, quelles que soient les opinions. Je vous remercie.